écran, peut-être. Alors, est-ce que vous voyez mes slides? On voit tes slides, mais c'est pas encore plein écran. Voilà, là c'est Voilà, parfait. À toi de jouer. Merci. super. Donc, bonjour tout le monde. D'abord, merci à David pour l'invitation. Je suis très content de présenter aujourd'hui les prédictions conformes. Et enfin, c'est la grande partie de ma présentation, ça fait partie de mes travaux de thèse que j'ai récemment soutenus à l'Université de Bordeaux. Donc sous la direction de Jean-Pierre Dacosta et Lionel Bonbrun, qui sont à l'IMS et à Bordeaux aux Sciences Agro. Et bien sûr, avec dans Exact Robotics, que je vais présenter un peu plus durant la présentation. Donc, moi, j'occupe actuellement le poste d'ingénieur de recherche et d'innovation chez Exact Robotics, ici à Lyon. Donc, voilà, je vais introduire les prédictions conformes et présenter un peu un cas d'usage sur la classification de plantes, enfin de culture et d'adventices pour la pulvérisation de précision. Donc, je vais commencer par une petite intro. Donc, enfin, tout le monde sait ici que on utilise le machine learning de plus en plus dans l'agriculture et dans les sciences des plantes pour plein d'applications, que ce soit la détection la détection d'adventices, la détection des maladies, le phénotypage, enfin plusieurs étapes de phénotypage, etc. Mais donc cette adoption de plus en plus répandue, elle est accompagnée de plein de défis euh, qui sont liés à l'environnement déjà dans lequel on applique nos méthodes de machine learning qui est un environnement qui est par définition dynamique. Donc les plantes, elles évoluent, elles grandissent, elles changent d'aspect physiologique, etc. Euh, mais il y a aussi d'autres défis liés à la qualité des données qui est pas toujours à la hauteur ou qui est pas assez, à la notation, etc., etc. Et puis à la diversité aussi des plantes qu'on va traiter. Donc tout ça, ça amène des grands challenges à l'application du machine learning dans l'agriculture et qui peut être, pour moi, résumé dans un grand challenge qui est comment je rends mon système de machine learning le plus fiable possible quand je vais le déployer dans cet environnement qui est assez complexe. Donc, quand je dis fiable, reliable, c'est que je veux qu'il soit précis, donc accurate. Donc, c'est à quoi les gens pensent en général. OK, on a une bonne performance, une bonne accuracy, etc. Mais ça, c'est pas assez. Il faut que ça soit robuste, que ça amène à des bonnes décisions, que ça arrive à détecter les anomalies quand ça marche pas, etc. Donc tout ça, je l'appelle fiable. Et voilà, donc le challenge, c'est comment on rend nos machines ou nos systèmes les plus fiables possibles. Euh, donc on peut se dire, mais bon, j'ai pas besoin de ça parce que enfin, j'ai un réseau de neurones ou un modèle qui est super. J'ai 99% d'accuracy, par exemple, c'est ce qu'on voit dans plein d'articles. Donc pourquoi j'ai besoin de t'écouter, Paul? Pour moi, c'est pas assez. Enfin, la mesure de performance, typiquement par l'accuracy, le precision, le recall, etc., sur un set de tests, c'est pas assez euh, pour vraiment se dire que ce système est prêt à être déployé dans le monde réel. Et, euh, et la communauté de machine learning, surtout récemment, elle a commencé à observer cela. Donc, il y a plein d'articles récents qui parlent de l'échec des méthodes de machine learning quand on les déploie, etc., etc., etc. Donc, comment se manifeste ce problème en réalité? Euh, bah, D'abord, on observe un grand écart entre la performance du modèle quand on le teste dans le labo. Donc,
sur nos sets de données qui sont assez propres, assez jolis. Donc, quand on fait des essais en interne et qu'on valide un modèle, on est content et puis on le déploie dans le monde réel, que ce soit par exemple sur un robot ou sur des capteurs qui vont se balader dans le monde ou sur des machines qu'on va déployer dans un champ, par exemple. Donc, on observe qu'on n'a pas les mêmes performances. On voit aussi que les utilisateurs finaux, par exemple les agriculteurs, ont quelques problèmes à faire confiance à nos systèmes et je suis d'accord avec eux. Et ça se voit aussi par notre incapacité à produire des mesures de fiabilité ou des mesures fiables de la confiance que le prédicteur accorde à une prédiction donnée. C'est justement sur ce troisième point que je vais parler maintenant. Donc, un petit exemple. Si on regarde ce qu'on appelle un diagramme de fiabilité d'un réseau de neurones, donc là, un réseau de neurones assez classique, un ResNet 18 entraîné sur un dataset public d'Adventis. Ce qu'on appelle le diagramme de fiabilité, ben, c'est la confiance, c'est l'accuracy du modèle en fonction de sa confiance. Donc la confiance ici est mesurée par les sorties softmax du réseau de neurones. Donc ce qu'on observe, c'est que un modèle qui est parfaitement calibré auquel je peux faire confiance, c'est un modèle qui est assez confiant qu'il est précis. Donc, à un niveau donné de précision, par exemple à 80%, ben, il est confiant aussi à 80%. Ou par exemple, s'il me dit qu'il est à 80% précis, ben, il devrait être correct 80% des fois. Ce qui n'est pas le cas, donc c'est pas ce qu'on observe. Donc les vrais outputs d'un réseau sont souvent, ils ressemblent plutôt à la courbe grise. Donc en fait, le réseau, il est plus confiant qu'il n'est précis. Donc là, typiquement, pour une confiance de autour de 80%, on n'a pas la même accuracy, on a une plus petite accuracy. Et donc, les réseaux de neurones ben, sont souvent overconfident, donc ils ont un problème d'ego, disons, donc ils sont surconfiants et j'ai pas besoin vraiment de leur faire confiance. Donc, la question qu'on peut se poser, ben, est-ce que je dois faire confiance ou pas, etc. Ou combien je dois faire confiance à mon réseau de neurones. Et donc, c'est le problème que je vais essayer de discuter dans cette présentation en présentant les prédictions conformes comme un framework pour la quantification de l'incertitude et la production de prédictions fiables. Et je vais démontrer ou je vais montrer l'utilisation des prédictions conformes sur la classification de plantes et d'adventices. Et puis, je vais présenter quelques variantes des prédictions conformes et des extensions et donner des ressources à la fin pour commencer avec ces méthodes-là. Donc, d'abord, juste pour introduire le cas d'usage sur lequel je vais travailler, je vais introduire l'entreprise. Donc, on est une entreprise d'agritech qui se concentre sur le développement de machines ou de robots autonomes en agriculture et de nouvelles technologies pour l'agriculture de précision et la viticulture. Pour le moment, on a deux produits publics, disons, donc le système 3S de Spot Spray Sensor. Donc c'est un système de pulvérisation de précision qui essaie de réduire la quantité de produits chimiques appliqués dans les champs. Donc, je vais parler de ce système plus en détail après. Et puis, on a le Trax qui est un enjambeur viticole multitâche et qui est pour le moment révélé. Et puis, il y a la version 2 qui arrive, qui sera le premier tracteur hydrogène ou tracteur enjambeur à hydrogène dans le monde. Et puis, il y a un nouveau produit qui va être révélé bientôt au CITESI à Montpellier, mais je ne peux pas en parler encore. Et puis, en gros, ce que nous sommes aussi chez Exact, ou ce qu'on essaie d'être, c'est un hub d'innovation où on essaie de réfléchir au futur de l'agriculture et comment améliorer plusieurs
plusieurs étapes et à quoi ça va ressembler en gros. Et donc sur ce sujet aussi, on est très, très ouvert à collaborer. Donc en plus de détails, je me concentre sur le système 3S. Donc comme on a dit, c'est un système de pulvérisation de précision qui n'est pas le seul sur le marché. On a plusieurs compétiteurs, il y a plein de systèmes, mais qui se ressemblent tous à peu près par leurs trois composantes principales qui sont les caméras. Donc, on a des caméras qui vont observer le champ quand le tracteur avance. Ces caméras sont connectées à une unité centrale qui va traiter ces images et qui va envoyer un signal de pulvérisation ou pas au bus. Donc, le but, c'est de pulvériser uniquement là où il faut, donc sur les adventices, essayer d'éviter la culture. Donc le système 3S est un système robotique assez basique, donc on a il a les trois composantes basiques d'un système robotique, donc la perception, la prise de décision et l'action. Et donc sur toute cette chaîne, il y a une incertitude qui se propage en commençant par les données qui sont assez complexes, qui sont très variables et qui sont prises sous des conditions assez diverses. Donc, cela génère une forte incertitude sur l'environnement dans lequel on va déployer notre système et qui se traduit après sur la phase de prédiction et d'apprentissage, comme on a vu avant avec les recherches liées à la confiance des réseaux de neurones. Et tout cela, ça se propage finalement à la décision finale de pulvériser ou pas. Et donc, et ça, c'est vrai que ça soit un système de pulvérisation ou bien sûr, n'importe quelle chaîne de décision qui va prendre un input et produire un output. Donc, on a souvent une incertitude qui se propage à chaque étape. Donc, par rapport aux données, l'incertitude, comme on a dit, elle est liée à la grande diversité des conditions. Je ne vais pas trop m'arrêter sur les images, mais on voit par exemple, on a plusieurs stades de croissance qui ont des aspects, des aspects visuels très différents. On a plusieurs espèces de cultures, etc. Donc, tout ça, ça génère une grande diversité sur plusieurs localisations géographiques et même au sein d'une seule parcelle, on voit déjà une grande diversité sur les images. Donc, je n'ai pas besoin de vous raconter tout ça. Je pense que vous êtes tous déjà conscients de ces problématiques. Et donc, cela se propage aussi, donc, comme on a dit, jusqu'à la phase de prédiction. Et c'est pour ça qu'on aimerait quantifier l'incertitude de notre réseau de neurones, par exemple. Donc, à l'occurrence, c'est un réseau de neurones, mais ça peut être n'importe quel système, enfin, n'importe quel modèle de machine learning. Et donc, dans la littérature, il y a plusieurs familles de méthodes pour quantifier l'incertitude, que ce soit les approches bayésiennes, mais qui sont souvent assez lourdes calculatoirement, qui ne sont pas ce qu'on appelle distribution free. Donc, c'est quelque chose qu'on aime avoir dans le monde réel, c'est que j'aime pas toujours imposer une distribution sur mes données ou sur les poids de mon modèle, parce que je ne sais pas à quoi vraiment ressemble le monde, etc. J'aimerais bien fournir des garanties statistiques formelles sur la qualité des prédictions, ce qui n'est pas forcément le cas dans les méthodes bayésiennes. Il y a les approches d'ensemble qui sont un peu plus distribution free dans le sens où elles sont plus empiriques ou plus ad hoc. Donc, je vais apprendre plusieurs modèles et puis je vais quantifier l'incertitude en prenant en compte les différentes prédictions de ces différents modèles, mais ça reste assez lourd calculatoirement. Puis, il y a l'approche de calibration de probabilité qui est basée, un peu sur ce diagramme de fiabilité que j'ai déjà montré, qui vise à aligner mon diagramme de fiabilité avec la ligne où le modèle serait parfaitement aussi confiant qu'il est accurate, etc. Mais ça, c'est souvent des méthodes assez ad hoc et sans garantie formelle. Et finalement, la prédiction conforme, elle coche beaucoup de cases qu'on aimerait avoir, et surtout la case de garantie statistique formelle que j'espère vous allez voir pendant la présentation. Et tout ça tout en étant distribution free, donc avec des hypothèses très très faibles sur la distribution des données.
Ça peut marcher avec n'importe quel modèle prédictif. C'est assez transparent. Comme vous allez voir, c'est des approches assez faciles à mettre en place et c'est très efficace. Donc, c'est des opérations assez basiques. Et donc, c'est ce qu'on va explorer maintenant. Donc, comme on a dit, c'est quoi les prédictions conformes? Donc, c'est un framework c'est un framework général. C'est une famille de méthodes, si on veut. C'est pas une seule méthode qui vise à quantifier et contrôler l'incertitude de n'importe quel modèle de machine learning, sans ou avec très peu d'hypothèses explicites sur la distribution des données. Donc ça, on aime bien ça en pratique. Donc concrètement, à quoi ça ressemble? Donc, si j'ai un modèle prédictif black box, et d'ailleurs, comme on a dit, c'est une approche agnostique au modèle, donc ça peut être un réseau de neurones, ça peut être un arbre de décision, un random forest, un SVM, enfin n'importe quoi. En ayant un prédicteur ponctuel qui prend un input et me produit une seule prédiction ponctuelle, donc à l'occurrence une classe. Donc surtout le reste, je vais travailler sur la classification parce que c'est plus facile à montrer, mais on va regarder les différentes variantes à la fin. Donc on a un prédicteur ponctuel qui nous prédit une classe. Ce qu'on va faire, c'est on va le conformaliser, entre guillemets, et on va le transformer en un prédicteur d'ensemble. Donc, au lieu de me prédire une seule classe, ça va me prédire un ensemble de classes. Qu'est-ce qui caractérise ces classes? Pourquoi on veut faire ça? Ben, c'est ce qu'on appelle la garantie de coverage ou la garantie de couverture qui me dit que on peut garantir que la vraie classe, donc pour une nouvelle observation donnée, on peut garantir que sa vraie classe est incluse dans le set de prédiction produit avec une probabilité de au moins 1 moins alpha, où alpha est une tolérance à l'erreur que nous choisissons a priori. Donc, à l'occurrence, on va travailler sur alpha égale 10%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On peut garantir qu'en moyenne, on garantit que la vraie classe est incluse dans le set prédit au moins 90% des fois. Donc, c'est super parce que ça me permet d'aller chez le client et lui dire que, écoutez, mon système vous garantit de trouver 90% des adventices, par exemple. Ou je peux garantir que je vais classifier les plantes correctement, ou je vais classifier correctement l'espèce de la plante au moins 90% des fois en moyenne sur mes données. Donc, tout ça avec des hypothèses très faibles. Donc, c'est presque magique, c'est super. Il y a plusieurs méthodes de mettre en place la prédiction conforme, et la plus célèbre ou la plus utilisée maintenant, c'est le split conformal prediction, qui a besoin de 4 ingrédients principaux. Donc d'abord, c'est le alpha, donc la tolérance à l'erreur qu'on peut choisir comme on veut, typiquement 10%, 5%, 15%. On a besoin d'un modèle prédictif entraîné, comme on a dit, ça peut être n'importe quel modèle. Ici, on va travailler sur les réseaux de neurones. On a besoin aussi d'un set de données de calibration. Donc, typiquement, dans le machine learning entre guillemets classique, ben, on a un set d'apprentissage et un set de tests. On va apprendre notre réseau, on va le tester. Ici, on a besoin d'un troisième set de données qui est le set de calibration, et c'est justement sur ce set-là qu'on va transformer notre prédicteur ponctuel en un prédicteur d'ensemble. Et finalement, on a besoin de ce qu'on appelle le score de non-conformité, delta. Ici, on l'appelle delta. Donc, c'est une sorte de distance qui mesure, pour une observation donnée, ça mesure sa distance par rapport à ce qu'on a déjà vu, à ce que le modèle a déjà vu. Donc, ça mesure est-ce que cette observation est assez conforme par rapport au passé ou pas. Donc, ça, c'est en gros. Donc, on a besoin de ces 4 ingrédients. Et puis, il y a une première étape qui est la phase d'apprentissage. Donc, j'ai mon set d'apprentissage. Je vais juste apprendre mon classifieur black box, mon modèle black box ici. Il n'y a rien de spécial dans cette étape. J'apprends comme j'aurais fait normalement. Et puis, à la fin de cette étape, mon réseau de neurones est figé.
Et donc, il n'y a rien qui change après. Parce que la phase de la prédiction conforme, ça vient se coller à un modèle qui est déjà appris. Donc, voilà, on apprend le modèle, puis on va le calibrer. Donc là, on a un set de calibration qui peut d'ailleurs provenir d'une autre population que les données d'apprentissage. Donc, on va prendre ces images de calibration, on va les passer dans notre réseau et on va produire des prédictions pour chaque image. Je vais calculer le score de non-conformité de sa vraie classe. Donc, le set de calibration est un set à noter. Donc, pour chaque image, j'ai sa classe de vérité terrain. Je vais passer les images dans le réseau, ce qui va me produire une estimation des probas. Ça peut être les sorties softmax. Et pour la vraie classe de chaque image, je vais calculer son score de non-conformité. OK? Donc, sur le set de calibration, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne une sorte de distribution des scores de non-conformité, donc pour toutes les images de calibration. Donc, sur cette distribution des scores de non-conformité, je vais venir et je vais prendre le quantile 1 - alpha de ces scores de non-conformité. Ici, on l'appelle QCAL. Donc, ce quantile 1 - alpha, c'est quoi? C'est le quantile à partir duquel on a les alpha scores les plus extrêmes. Okay? Donc, à la fin de la phase de calibration, c'est notre output. Ce dont on a besoin, c'est ce quantile. On va l'utiliser après pour la phase de prédiction. Donc, comme vous pouvez voir ici, c'est une étape assez basique. Il n'y a rien de vraiment spécial. Enfin, on passe des images, on prédit, et puis on prend un quantile. Donc, tout ça, c'est des étapes calculatoires assez faciles. Et donc, on va prendre ce QCAL et là, notre modèle de prédiction est prêt pour prédire sur des nouvelles images. Donc, pour une nouvelle image qui vient d'un set de tests, on va la passer dans le réseau de neurones qui va me produire une estimation de proba pour chaque classe. Et puis, je vais calculer le score de non-conformité entre cette image et chaque classe donnée. Donc, en un sorte, je mesure la non-conformité ou la conformité de cette image par rapport à cette classe. Qu'est-ce que ça me donne? Ben, ça me donne un score de non-conformité, comme on a dit, pour chaque classe. Et pour produire mon ensemble de prédictions, mon set de prédictions C1 - alpha, je vais juste prendre les classes qui ont un score de non-conformité plus petit que QCAL. Donc, en fait, on va juste choisir les classes qui ont un score de non-conformité qui tombe dans la zone de non-rejet. Donc, en un sens, on est juste, ce qu'on est en train de faire, c'est une sorte de test d'hypothèse de est-ce que cette classe est assez conforme pour être prédite ou pas. Okay? Donc, à l'occurrence, ça va être ces deux classes ici. Donc, les seules classes qui vont être prédites, c'est les classes qui sont considérées assez conformes pour être prédites. Donc, en suivant ces trois phases du split conformal prediction, donc entraîner un modèle normalement, le calibrer, puis produire des prédictions, on peut garantir le coverage comme on a dit. Donc, le SCP, le split conformal prediction, est une méthode qui garantit le coverage marginal sous l'hypothèse d'échangeabilité des données. Donc, l'échangeabilité des données, c'est une hypothèse qui est moins forte que l'hypothèse IID, donc Independent and Identically Distributed. Le IID, c'est un cas spécifique de l'échangeabilité. Donc, l'échangeabilité, c'est une hypothèse très, très faible qui est d'ailleurs vérifiée dans la plupart dans plein de situations. Et donc, avec cette hypothèse très faible, on peut garantir le coverage marginal, comme on a dit. Donc, en moyenne, la vraie classe, elle va être incluse dans le set de prédiction au moins 1 - alpha des fois. Donc, c'est génial, quoi. Et donc, un prédicteur conforme qui garantit le coverage est ce qu'on appelle un prédicteur conforme valide. Cependant, n'importe quel prédicteur conforme valide va me garantir le coverage. Donc ça, ça va être vrai sur toutes les données qui vérifient l'échangeabilité.
Mais cependant, ça ne veut pas dire que n'importe quel prédicteur conforme est utile. Et si on prend le cas de trois prédicteurs conformes valides, en exemple, qu'on va déployer sur les mêmes données, on peut souvent observer que même si les trois sont valides, ils vont donner des prédictions assez différentes sur les mêmes données. Donc la question se pose, quel prédicteur je préfère? C'est pour ça qu'on introduit quelques métriques d'évaluation des prédicteurs conformes. Donc le premier, c'est le coverage empirique. Donc c'est juste la proportion des fois où le prédicteur ou le set de prédiction couvre la vraie classe. Donc c'est juste pour valider un prédicteur conforme ou pas sur nos données. Donc on aimerait avoir, normalement le coverage empirique devrait être autour de 1 moins alpha. L'efficacité des prédicteurs, donc c'est la taille moyenne des sets prédits. Et donc, comme vous pouvez imaginer, on aimerait en général travailler avec des sets de prédiction les plus petits possibles. Parce que surtout quand on a une tâche de classification, par exemple sur 1000 classes, comme sur ImageNet par exemple, on aimerait minimiser la taille des sets le plus possible. Parce que c'est pas possible de travailler avec un set de prédiction de 500 classes. Ça n'a pas trop de sens. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'informativité, qui est la proportion des singletons prédits. Donc, combien de fois je prédis un singleton? Le singleton, c'est le set de taille 1. Et comme vous pouvez imaginer, on aimerait maximiser le plus possible ces singletons, parce que c'est facile de travailler avec des sets de taille 1, mais tout en maintenant le coverage, bien sûr. Donc voilà, quelques métriques d'évaluation des prédicteurs conformes. Super. Maintenant qu'on est devenu des spécialistes des prédictions conformes, on va les déployer sur un cas d'usage de pulvérisation de précision. Donc, comme on a dit, on a maintenant notre prédicteur conforme. On va venir attacher une fonction de décision qui va ramener mon ensemble de prédictions en une décision binaire de est-ce que je dois pulvériser ou pas. Donc, pour simplifier les choses, on va dire que la seule classe qui nous intéresse ici, c'est la classe Adventist. Cependant, la garantie de coverage qu'on a proposée avant, c'est une garantie marginale, donc elle est en moyenne sur toutes les données. Ça ne veut pas dire qu'elle garantit le 1 moins alpha pour chaque classe, mais en moyenne sur toutes les classes, le 1 moins alpha va être garanti. Et typiquement, ce qu'on observe empiriquement, par exemple, sur un exemple ici où on a 6 classes, en moyenne, on garantit le coverage à 90%. Et par contre, pour chaque classe séparément, on n'est pas du tout à 90%. Et typiquement, sur la classe Adventist qui nous intéresse, on est assez loin du coverage qu'on aimerait avoir. Et donc, on va étendre un peu le framework qu'on a proposé avant pour pouvoir introduire ce qu'on appelle le class conditional coverage, donc la couverture conditionnelle par classe, qui va me dire que je vais garantir la présence de la vraie classe dans les ensembles de prédiction pour chaque classe, au moins 1 moins alpha des fois. Donc je garantis les 90% pour chaque classe, et bien évidemment pour la classe Adventist qui nous intéresse. Donc comment je peux produire cette garantie de coverage classe conditionnelle par classe? Assez facilement. La procédure de calibration que j'ai présentée avant, on va la répéter sur notre set de calibration. On va la répéter pour chaque classe séparément. Et donc, ça nous produit un quantile spécifique par classe. Et au moment de la prédiction, quand je vais décider si une classe doit être incluse ou pas dans le set de prédiction, je vais juste la comparer à son quantile spécifique. Et donc, en suivant cette procédure assez simple, on peut garantir le coverage conditionnel par classe. Pour finir notre pipeline de prédiction, on va juste définir des fonctions de décision assez simples. Donc, une fonction de décision, est-ce que l'Adventist est dans l'ensemble? Sur cet exemple, oui, je vais pulvériser. Est-ce que l'Adventist est le top one? Donc, est-ce que c'est la classe la plus conforme? Oui, je vais pulvériser. Et une fonction de décision plus contraignante, est-ce que l'Adventist est la seule classe prédite?
À l'occurrence, dans cet exemple, non, donc on ne va pas pulvériser. Donc, ces fonctions de décision assez simples, c'est juste pour ramener nos sets de prédiction à des décisions finales. Et on peut définir ces fonctions en fonction de la tâche qu'on aimerait avoir. Et puis, pour évaluer notre pipeline de pulvérisation, on introduit quelques métriques qui sont en relation au niveau d'infestation d'une parcelle. Donc, le niveau d'infestation, on va juste le mesurer, on va l'approximer par le nombre d'images de classe adventice sur le nombre d'images totales dans le set de test ou dans la parcelle étudiée. Et puis, on va calculer le ratio de pulvérisation, donc combien de fois on a décidé de pulvériser. La réduction de pulvérisation, c'est la réduction par rapport à une application qu'on appelle broadcast ou une application à plein. Donc, c'est la méthode utilisée en général maintenant, c'est on passe et on pulvérise partout. Ben, si on utilisait une approche, notre pipeline de pulvérisation, combien on va réduire la pulvérisation? Et le surplus, ben, c'est combien on a pulvérisé en trop par rapport au niveau d'infestation. Donc, on associe une valeur à chaque métrique. Je ne vais pas détailler ça pour le moment. Et puis, si on considère le problème de pulvérisation comme un problème de classification binaire, ben, on peut mesurer la précision et le rappel comme d'habitude. Et on déploie notre pipeline sur deux procédures. Le premier, c'est ce qu'on appelle les conditions typiques de laboratoire, donc, où le set de calibration et de test et d'apprentissage, ils suivent tous la même distribution. Donc, on impose ça par un échantillonnage aléatoire. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est un peu le cas d'étude normale. Et puis, on va les déployer sur un scénario dans le monde réel. Donc, on va prendre un modèle déjà appris et calibré sur des anciennes fermes, anciennes parcelles, et on va les déployer sur des nouvelles données chez des nouveaux clients, par exemple, sur des nouvelles parcelles. Et puis, on va voir ce que ça donne. Donc là, on a des anciennes parcelles et des nouvelles parcelles en des couleurs qui présentent des caractéristiques assez différentes. Assez rapidement sur les résultats, je ne vais pas trop m'arrêter. Là, on compare pour plusieurs scores de non-conformité, dont le score PIP qu'on a introduit pendant la thèse, qui maximise l'informativité et minimise la taille des sets. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'on voit qu'on garantit le coverage en moyenne à 90%, ce qui n'est pas étonnant, c'est ce que la théorie nous disait et c'est ce qu'on voit empiriquement sur les données. Pour un niveau d'infestation moyen sur les fermes, on voit que en utilisant la fonction de décision Whedon set, on garantit un rappel de spraying à 90%, qui aboutit à une réduction de pulvérisation de 60% par rapport à une application broadcast. Donc c'est assez cool. On peut aller plus ou moins chez les clients, leur dire on garantit de trouver 90% des adventices et vous réduisez la quantité pulvérisée par 60%. Donc c'est un scénario assez sympa. Si on déploie nos données sur des nouvelles fermes, donc sur des nouvelles données, donc là on a plusieurs fermes qui sont triées par niveau d'infestation. On voit qu'en moyenne on garantit la couverture, donc rien d'étonnant. Et on a une réduction moyenne de 50% de la quantité pulvérisée. Donc qui est bien sûr variable en fonction du niveau d'infestation. Donc c'est génial. Sauf que si on regarde la couverture ou le coverage pour chaque ferme, donc en moyenne sur toutes les fermes, on est à 90%, mais on n'est pas du tout au même niveau pour toutes les parcelles. Donc c'est un peu embêtant parce que ça veut dire que notre système il va avoir une qualité variable en fonction des clients ou en fonction des environnements. Est-ce qu'on peut améliorer ça? Donc c'est ce qui va me ramener à quelques variantes et extensions de la prédiction conforme. Donc,
La première extension, c'est ce qu'on appelle le conformal prediction conditionnel par groupe. Donc, au lieu de supposer qu'on observe seulement une image et une classe, on observe maintenant une image, une classe et quelques données auxiliaires. Par exemple, la condition du ciel, la condition du ciel, la parcelle déployée, le niveau de croissance BVCH, etc. Donc, ces données auxiliaires vont caractériser le groupe à laquelle appartient cette observation. Par exemple, le client. Ça peut être le groupe A, ou la matrice A ici. Et donc, ce qu'on aimerait fournir, c'est une garantie de coverage conditionnelle par groupe. Et donc, en étant aussi la garantie de coverage, comme on a dit, donc on veut garantir que la vraie classe soit incluse dans le set de prédiction au moins 1 moins alpha des fois pour chaque groupe d'observation donné, où le groupe est défini par des données auxiliaires ici. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va garantir le coverage pour tous les groupes d'individus, que le groupe soit défini par des conditions environnementales, que ça soit défini comme étant chez la parcelle d'un client donné, que ça soit défini par toute autre variable qu'on peut mettre ici dans cette matrice A. Voilà. Donc, comment on peut garantir cette garantie de coverage? Ben, tout simplement, d'une façon simple, c'est comme on a fait pour les classes. On va séparer le set de calibration, mais au lieu de le séparer par classe ici, on va le séparer en fonction des données auxiliaires. Et puis, on va produire un quantile pour chaque groupe d'observation. Donc, cette méthode est très itérative et pas très efficace, surtout quand on a beaucoup de groupes. Et donc, pendant la thèse, on a proposé une méthode plus efficace qui va aller modéliser le quantile de calibration, QCal, qu'on aimerait avoir à la fin de la calibration. On va le modéliser comme une régression de quantile en fonction des métadonnées, ce qui va nous produire un quantile pour chaque groupe. Et puis, au moment de la prédiction, ben, c'est juste un plug and play, entre guillemets. On va juste balancer les métadonnées. Ça va nous donner le quantile à utiliser. Et on va produire des sets de prédictions qui vont garantir le groupe conditionnel comme on va faire. Donc, si je montre un exemple empirique un peu sur cette approche, si on considère deux données auxiliaires, donc la localisation et le sky, donc est-ce que c'est sunny ou c'est overcast, comme on peut voir, ça change vraiment les caractéristiques de l'image. Donc, en considérant ces deux données auxiliaires, on aimerait garantir le même niveau de performance ou le même coverage, pardon, sur tous les groupes possibles. Donc, si on fait une approche marginale de calibration, donc l'approche basique de prédiction conforme, comme on a dit, bah, on voit qu'en moyenne, on garantit 90%, mais pour chaque groupe, on n'est pas du tout à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut améliorer ça? Ben, si on fait notre approche par calibration par quantile, par régression de quantile, on voit qu'on a le même coverage en moyenne à 90% sur tous les groupes. Bien sûr, avec plus de variabilité sur les groupes minoritaires parce qu'il y a moins de données. Mais voilà, pour tous les groupes, on est à 90%. Donc ça, c'est un résultat qu'on a déjà publié. Et voilà, donc c'est une première extension, le conditionnel par groupe. Une deuxième extension que je vais présenter rapidement, c'est le fait que les prédictions conformes, ce n'est pas que pour la classification, c'est pour la régression aussi. Et donc, comme on a dit, on a un set de training, de calibration, de tests. On va les diviser aléatoirement. On va apprendre sur les données de training, d'apprentissage, on va apprendre notre modèle de régression, que ça soit une régression de la moyenne ou une régression de quantile ou autre chose, c'est très modulaire. Et puis, sur le set de calibration, en prenant notre modèle appris de régression, on va le déployer sur le set de calibration, et puis on va calculer les scores de non-conformité qui peuvent être définis comme les résiduels par rapport à notre modèle de régression, et puis on va calculer le quantile de calibration comme on a fait. Et puis, en final, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne un modèle de régression par enveloppe. Donc, au lieu de prédire une régression basique ponctuelle à chaque moment, on peut prédire une enveloppe qui me garantit que la vraie valeur
est incluse dans cette enveloppe de prédiction. Donc c'est assez génial même pour la régression. Mais aussi ça peut être appliqué, si on veut, sur la détection d'objets, par exemple. Et donc là, on a une garantie assez farfelue sur chaque coordonnée de... Comme vous savez, la détection d'objets, ben, c'est des bounding box. Là, en rouge, c'est les vérités terrain, en rouge. Et donc, ce qu'on va faire, c'est pour chaque coordonnée du bounding box, on va fournir la garantie de coverage. Donc, on va garantir que autour de chaque coordonnée, on va faire une enveloppe en garantissant que la vraie coordonnée, elle est là. Donc, en final, ce qui nous donne, c'est des bounding box un peu plus... c'est des bounding box avec comment dire, une enveloppe d'incertitude autour. Qui peut aussi me donner une indication de l'incertitude du modèle par rapport à chaque objet. Donc c'est assez génial. Finalement, pour finir, ce qui peut être assez intéressant pour le phénotypage aussi, c'est qu'il y a des études récentes qui montrent que la prédiction conforme améliore les décisions des experts. Donc, dans un pipeline où j'ai un décideur final humain qui va décider de la classe, si je mets un système de support à la décision qui utilise la prédiction conforme, les études montrent qu'en termes de prédiction finale du décideur humain, en utilisant les prédictions conformes au milieu, on améliore l'accuracy sur plusieurs datasets, tout en diminuant le temps de réponse de la personne, parce qu'on lui fournit des sets de prédictions avec une garantie que le décideur humain va comprendre et à laquelle il va faire confiance, et surtout avec des tailles de set, des tailles d'ensemble de prédictions qui sont plus petites que d'autres méthodes. Donc, c'est des résultats assez intéressants. Pour finir, donc, je vais parler des prédictions conformes, comme vous le savez, blabla, je vais pas trop m'arrêter sur ça. Quelques références. Donc, le livre sur les prédictions conformes qui a commencé tout ça, c'est le livre de Wolf Gamerman et Schaffer, première édition 2005, deuxième édition 2022, donc Algorithmic Learning in a Random World. Je vous encourage à le lire. Attention, c'est très, 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 très matheux, donc c'est pas quelque chose à lire à la plage, je pense. Mais bon, c'est très, très intéressant comme livre. Et puis les deux Getting Started, vous allez les voir en référence sur tous les articles de prédiction conforme. Ben, ce sont ces deux articles qui fournissent une introduction très pratique et très utile sur les prédictions conformes. Si on travaille un peu sur le domaine en agriculture et les choses liées aux plantes, etc., ben, il y a déjà quelques travaux dans les nôtres qui commencent sur ce sujet. Mais je vous encourage à contribuer plus, ça serait super. Et puis, sur ce repo GitHub, il y a beaucoup de ressources sur les prédictions conformes, que ce soit les librairies, que ce soit plein d'articles, plein de livres. Donc, ça résume plus ou moins tout ce que je peux mettre ici. Il y a quelques librairies en open source déjà, surtout pour Python, mais aussi pour R. Et puis, il y a quelques thèses, notamment en France, qui ont été soutenues sur ce sujet. Vous pouvez les trouver sur thèse.fr. Je vous encourage à les consulter. Il y a plein de ressources intéressantes dedans. Je vais partager ces slides à la fin, donc vous pouvez retrouver tout ça. Et je vous remercie. J'espère que je n'ai pas trop parlé. Je pense que j'ai trop parlé. Désolé. Mais voilà, merci. Et je suis ouvert aux discussions et aux questions. Merci Paul pour cette présentation très, très riche. Je vais arrêter l'enregistrement ici.